Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale. Un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Transmission, passion et générosité, l'ADN de Pauline. Pauline Boucon-Duval, directrice générale du groupe Duval. J'ai travaillé avec une équipe du groupe, avec des gens en qui j'avais confiance, pour pouvoir unifier ces deux groupes et avoir une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité du groupe à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc on a travaillé là-dessus. J'avais créé ce comité que j'avais appelé TEP, Tout est possible, parce que j'avais interdit le mot ou la phrase « ce n'est pas possible ». Une discussion avec une femme extraordinaire. Passée d'administratrice à 22 ans à directrice générale du groupe Duval quelques années plus tard, Pauline est revenue sur sa progression au sein du groupe et nous explique comment celle-ci s'est opérée. Le mot que je retiens de ces 30 minutes passées avec elle, c'est transmission. C'est au cœur de cet épisode. La transmission des entreprises, mais aussi la transmission du savoir dans les échanges que cette chef d'entreprise a avec tous les entrepreneurs auxquels elle croit. J'ai donc profité de ce moment avec Pauline pour détailler son portefeuille de Business Angel, pour comprendre ce qui l'anime, les projets qui l'inspirent et le soutien précieux qu'elle apporte. Un vrai rôle modèle. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Pauline. Bonjour. Merci de m'accueillir dans tes bureaux, magnifiques d'ailleurs, en plein Paris, pour enregistrer ce hors-série où il va être question de transmission, d'investissement, de plein de choses super intéressantes. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à notre audience ? Avec plaisir. Donc, je suis Pauline Duval. Je suis directrice générale du groupe Duval, un groupe familial qui a été fondé par mon père. J'ai commencé, en fait, mes études à Assas d'abord, et ensuite, je suis partie à New York faire un MBA. J'ai commencé à travailler dans l'immobilier et j'ai voulu rester un peu plus longtemps. J'ai mon boss qui a voulu me sponsoriser un nouveau visa. Et quand j'ai été très fière de ça, quand j'en ai parlé à mes parents, j'ai mon père qui a essayé de me rattraper. Et il m'a dit « Oh non, c'est quand même dommage, j'aurais bien aimé que tu viennes travailler avec moi et que tu m'aides à développer le groupe. » Donc j'ai longtemps hésité. Et puis, vous connaissez la suite, finalement, je suis rentrée. Pas si longtemps que ça, en fait. Ouais. Donc, je suis rentrée dans le groupe il y a 12 ans maintenant. Ouais. J'ai commencé en tant que directrice de la stratégie pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai œuvré parce qu'on avait 2 groupes distincts à l'époque, donc j'ai œuvré pour fusionner ces 2 groupes et restructurer pour pouvoir avoir une marche suivante. Et puis, je suis devenue directrice générale juste avant mes 30 ans. Et ça a été, je dirais, un véritable choix entrepreneurial que j'ai fait à ce moment-là, parce que je suis persuadée que même si c'est une entreprise familiale, finalement, il y a beaucoup de responsabilités à avoir quand tu prends ce choix. Tu as la responsabilité de cultiver ce que tu reçois de ton père, l'entreprise. Mais donc, ça veut dire quoi ? C'est cultiver les valeurs, les savoir-faire, la culture d'entreprise. Et tu as aussi la responsabilité, je dirais, de réinventer ton entreprise et de l'adapter aux défis de ton époque. Donc, ça a été difficile à prendre au début comme choix, mais c'était... je suis assez fière d'avoir pris finalement ce choix. Alors aujourd'hui, si je devais un peu présenter le groupe, donc on est né il y a 30 ans, donc cette année on fête nos 30 ans, on est assez fiers de ça. Donc on est né il y a 30 ans d'un cœur de métier de l'immobilier, et aujourd'hui on s'est pas mal diversifié donc dans les métiers du golf, dans les métiers du tourisme, de la microfinance en Afrique. Et donc on s'est aussi internationalisé en Afrique, en Europe. Quand je suis rentrée dans le groupe, donc il y a 12 ans, le groupe faisait 550 millions de chiffre d'affaires et on avait 2700 collaborateurs. Aujourd'hui, on fait le double. Voilà. Et donc en parallèle, je suis aussi Business Angel. Et donc j'ai investi depuis 10 ans dans une quarantaine de structures, de petites boîtes, et j'accompagne les entrepreneurs. Dont on parlera un petit peu plus tard. Alors moi, ça m'intéressait de parler de transmission avec toi. Comme je te disais avant qu'on enregistre, c'est un sujet, moi, que je suis depuis que je commence à bosser en 2003. Donc,
dans les groupes bancaires auxquels j'ai travaillé chez UBS et Lombard-Odier, où c'était un sujet qui était vraiment au cœur des discussions qu'on avait avec nos clients. Dans le cas de la transmission, et particulièrement chez vous, il y a vraiment la transmission donc d'une entreprise avec des principes, des valeurs dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous parler plus précisément de ces principes et ces valeurs qui incarnent le groupe et que ton père t'a transmis et savoir comment tu te les appropries? Alors, il faut savoir que je suis d'une longue lignée d'entrepreneurs, je pense. Mon grand-père était entrepreneur, mon père est entrepreneur. Et en fait, je pense que avant tout, ils ont réussi à nous transmettre, parce qu'il y a aussi mon frère, le sens des valeurs. Avant de choisir les valeurs, c'est déjà le sens des valeurs. Et le fait d'être engagé sur le long terme. Donc après, quelles sont ces valeurs? C'est le sens du temps long, parce on aime justement la transmission fait ça. C'est quand on est une entreprise familiale, on pense sur le temps long. Il y a aussi le sujet de l'obsession du terrain et de la proximité. Finalement, nous, on est un acteur des territoires et on peut pas être entrepreneur si on n'est pas proche du terrain. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, parce qu'on est une entreprise familiale aussi, c'est l'envie de faire bien les choses. Parce que tu vas transmettre ton entreprise à tes enfants, potentiellement. Mais tu vas finalement réfléchir, comme je le disais, sur le temps long. Qu'est-ce que tu vas faire de ton entreprise dans la société ou ailleurs pour le futur, quoi. Donc, tu as envie de faire bien les choses. Et ensuite, c'est l'ouverture, je dirais, au monde et aux autres. Et la solidarité. Et quand tu penses que concrètement, ces valeurs s'incarnent chaque jour dans le groupe, au travers des interactions que tu as avec tes collaborateurs, avec les équipes même entre elles? Oui, ça c'est... En fait, je pense que, contrairement à d'autres grands groupes du CAC 40 ou autres, quand tu rentres dans une entreprise familiale, tu rentres parce que tu adhères aux valeurs. Et donc, nous, on essaye de transmettre ça et de travailler sur ces valeurs tous les jours. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens viennent chez nous travailler, quoi. Mmh. Alors, il y a un point qui est quand même marquant, c'est que tu nous as expliqué, tu es très jeune et tu es devenue très jeune directrice générale. Comment tu t'es préparée psychologiquement? Comment, vraiment concrètement, que tu as été accompagnée? Comment tu as réussi à t'imposer, j'imagine assez naturellement dans la suite de ton père. C'est pas évident, j'imagine. Donc, comment est-ce que tu t'y es pris? En fait, je me suis pas préparée à ça et je pense que tu peux jamais être préparée au fait de rentrer dans l'entreprise familiale. En fait, j'ai été administratrice du groupe à 20 ans. Ouais. Super jeune. En gros, mon père avait fait rentrer un fonds, une famille quand même, mais qui avait un fonds et donc ils sont rentrés dans le groupe. Et à ce moment-là, il a structuré l'entreprise avec un conseil d'administration. Et donc, il m'a demandé, moi j'étais sur les bancs de l'école encore à Assas, et il m'a demandé de siéger en tant qu'administrateur. J'avoue que ça a été hyper formateur, et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur la gouvernance d'entreprise, sur ce qu'il faut dire, pas dire en conseil d'administration avec des actionnaires extérieurs ou pas. Ouais, j'ai bien aimé. Donc, après, on se forme jamais à être dirigeant d'entreprise, donc... Tu peux faire des stages ou aller rencontrer les équipes pendant des temps donnés pour. Oui, mais tu fais jamais un stage de directeur d'entreprise. Non, toi. non, c'est ça. Mais quand je dis cette progression, tu vois ce que je veux dire? Tu t'imprègnes en fait, parce que tu peux pas passer de étudiante à Assas, même en ayant siégé au conseil, à directrice générale. Il y a quand même des étapes, des rencontres à faire, des expériences qui marquent, peut-être des déceptions ou des fails, peut-être que tu peux nous partager ou pas, mais qui te marquent, qui te façonnent en quelque sorte comme de l'argile. Ouais, bien sûr. Alors en fait, je suis rentrée dans le groupe en tant que directrice de la stratégie. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, on avait 2 groupes distincts. Donc on avait un groupe où il y avait nos actionnaires extérieurs, et puis on avait un petit groupe à côté où il y avait en gros tout le patrimoine immobilier familial. Et donc, on a travaillé aussi pour faire sortir ces actionnaires. Et donc, de facto, on a aussi travaillé pour unir et unifier ces 2 groupes. Et donc, j'ai travaillé avec une équipe du groupe, avec des gens en qui j'avais confiance, pour pouvoir unifier ces 2 groupes et avoir une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité du groupe à l'extérieur et à l'intérieur du groupe. Et donc, on a travaillé là-dessus. J'avais créé ce comité que j'avais appelé TEP, Tout est possible, parce que j'avais interdit le mot ou la phrase « ce n'est pas possible ». J'ai rien contre les juristes, mais il y a souvent des juristes qui vont dire « non, c'est pas possible ». Donc, j'avais interdit cette phrase. Pas que, d'ailleurs. Voilà. Donc, tu vois, j'avais interdit cette phrase et j'avais vraiment envie d'avoir cet esprit entrepreneurial au sein de ce comité. Ensuite, effectivement,
Quand tu rentres dans un groupe, que tu es jeune, que tu as été avant étudiante, etc., il faut quand même gagner ta légitimité. Et ça veut dire quoi, gagner ta légitimité ? Ça veut dire qu'en fait, je pense que tu sois dans une entreprise familiale ou que tu sois dans une autre entreprise, finalement, tu dois de toute façon gagner ta légitimité. Donc en fait, il faut travailler dur, il faut montrer que tu travailles presque plus que les autres. Et puis, en fait, pour gagner auprès de tout le monde ta légitimité. Après, je pense qu'il y a aussi l'effet miroir, c'est que il faut que toi-même tu te sentes légitime à un moment donné pour que les autres te trouvent légitime aussi. Donc il y a quand même beaucoup de travail avant de devenir DG. Mais ça a été une belle aventure, je dirais. Ça l'est toujours. Alors, un des points juste pour terminer sur cette notion de transmission d'entreprise, c'est un sujet que j'avais creusé avec Trajan Capital, qui est un fonds de private equity, qui est une franchise du groupe Edmond Rothschild. Et on avait creusé sur tout ce qui concerne le management buy-in, management buy-out, etc. Toi, avec toute l'expérience que tu as et puis tous les échanges que tu as avec d'autres entrepreneurs, quelle stratégie tu penses qu'on pourrait mettre en place en tant qu'entrepreneur pour s'assurer de la pérennité, la transmission de ce patrimoine-là à sa famille ou à d'autres personnes qui souhaitent poursuivre l'aventure ? Alors, il y a plusieurs choses, je dirais. Déjà, en tant que leader, je pense qu'il faut avoir 3 axes. En tout cas, moi, c'est ce que je m'impose et c'est ce que j'essaye d'imposer aux gens du groupe. Parce que avant tout, il faut pouvoir transmettre au sein de ces équipes. Donc, tu as la logique de responsabilité, de responsabilisation, si tu préfères, l'amélioration continue et le cross-mentoring. Donc, la responsabilité d'abord, parce que, alors, nous, faut savoir que chacun de nos DG sont entrepreneurs. Ils sont tous associés au capital, et en fait, on leur laisse une certaine autonomie. Et en fait, c'est important parce qu'ils adhèrent aussi à nos valeurs, et donc pour nous, c'est des vrais ambassadeurs. Ensuite, l'amélioration continue. Je pense que on se doit de se remettre en question tous les jours et de sortir des sentiers battus. Et enfin, le cross-mentoring. Moi, je dirais que c'est un peu mon style de leadership. Et ça se place... C'est finalement un partage d'enjeux communs, de bonnes pratiques. J'ai toujours imposé à mes patrons d'avoir un binôme. Je trouve que quand tu es seul face à toi-même et face à une problématique, en fait, tu n'arrives pas à trouver la problématique. Alors que souvent, juste d'avoir une personne en face de toi avec un bon cerveau et ne serait-ce que de formuler la problématique que tu vas avoir, la personne, t'as même pas besoin de la personne en face parce que le fait de l'avoir formulée, oui, tu vas trouver toi-même la réponse. Donc des sparring partners, c'est ça que tu veux dire ? Voilà. Okay. Donc j'ai pas mal de patrons qui m'ont dit non, j'ai pas besoin d'un numéro 2, ça sert à rien, etc. et qui aujourd'hui me remercient d'avoir un numéro 2. Donc voilà, je pense que c'est important. Ensuite, au niveau plus macro, je dirais, la transmission d'entreprise, c'est tripartite. T'as celui qui transmet, celui qui reçoit, et t'as l'objet de la transmission. On est d'accord. Ça va, je te suis jusque-là. Je te voyais. Non, tout à fait. Bon, c'est mon histoire de train de ce matin, peut-être. Et en fait, celui qui transmet, il a une responsabilité de la transmission. Il faut réfléchir très en amont sur comment tu vas transmettre. T'as pas que la transmission d'entreprise, t'as aussi la transmission des savoir-faire, la transmission des valeurs. Donc en fait, ça se fait pas en un jour. Et celui qui reçoit, c'est aussi une certaine responsabilité d'accepter ce que on va te transmettre, mais en même temps de pouvoir y mettre ta touche pour pouvoir innover et faire en sorte que ce qu'on te transmet, tu l'adaptes aux enjeux de ton époque. Parce que sinon tu meurs. Ça a bien marché chez vous, en tout cas. C'est ce que je disais tout à l'heure, on essaie de se remettre en question tous les jours pour s'améliorer. Top. Alors, pourquoi j'étais aussi intéressée que tu nous parles de transmission ? Parce que dans la discussion qu'on avait eue en préparation de cet épisode, j'avais été quand même assez impressionnée par la place que tu faisais aux entreprises dans lesquelles tu investissais. Voilà, j'avais le sentiment, en tout cas, qu'il y avait presque un mentorat, en tout cas un soutien qui se faisait dans ces entreprises-là. Donc, j'aurais aimé qu'on creuse maintenant avec toi ce qui te motive principalement en tant que business angel à investir dans ces entreprises, dans ces startups principalement. Et tu nous expliques un petit peu comment tu es rentré dedans, en fait. J'en avais parlé un petit peu avec Cyril Chiche,
Parce que tu as investi chez Lydia, ouais, c'est ça ? Ça a été mon premier investissement. Voilà. Il m'en avait parlé avec un grand sourire. Et donc, je m'étais dit, tiens, il faudrait quand même que je creuse avec Pauline. Et il t'avait dit quoi ? Il avait dit, écoute, que tu étais une actionnaire top. Donc, voilà, Cyril, merci si Cyril. Tu nous écoutes. Ouais, en fait, je pense que j'ai fait ça à l'origine parce que j'aime les aventures humaines et je pense qu'entreprendre, c'est avant tout ça. Ensuite, l'histoire en plus de l'investissement chez Lydia, c'est assez rigolo parce que j'avais une copine qui s'était fait payer un café avec un téléphone. Et elle m'avait raconté ça et je me suis dit, mais c'est dingue. Et ça, c'était il y a 10 ans. Et du coup, j'avais écrit un mail à Cyril en disant, salut, j'aimerais bien te rencontrer et peut-être investir dans ta boîte. Et il m'a avoué des années plus tard que quand il avait reçu ce mail, il s'était dit, c'est quoi ça ? C'est encore une étudiante qui veut investir. C'était assez drôle. Mais en fait, non, j'étais arrivée à un moment du groupe où j'avais pas mal structuré déjà. Et je trouvais qu'on avait une certaine récurrence de revenus dans le groupe. On avait du patrimoine en plus immobilier. Donc je me disais, ça serait peut-être pas mal de pouvoir faire un peu de capital risque, entre guillemets, et de pouvoir, à mon tour, aider des entrepreneurs. Parce que moi, j'ai eu la chance, finalement, d'arriver dans cette entreprise familiale, même si ça n'a pas été simple tous les jours, mais finalement, j'ai eu la chance d'avoir un mentor comme mon père qui m'accompagne, qui m'aide. J'ai eu des gens géniaux dans le groupe qui m'ont aussi accompagné à mon arrivée. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas aider les entrepreneurs à se développer et au-delà de ça, parfois les soulager de certaines tâches administratives qui peuvent les embêter, pour pas dire plus. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis dit, allez go, j'accompagne des entrepreneurs. Et quand je dis accompagner, c'est parce que j'aime bien souvent avoir une place au board pour les aider. Et puis... Les aider concrètement comment ? En ouvrant des portes En ouvrant des portes, en les aidant à structurer. Ouais. En leur permettant d'avoir accès aussi à des expertises que nous, on peut avoir au sein du groupe, parce qu'on a beaucoup intégré, toutes les RH, la finance, le juridique. Donc, en fait, j'ai souvent mis en relation les entrepreneurs avec des personnes du groupe. Et puis, nous, ça nous permet aussi, au sein du groupe, de cultiver cet esprit entrepreneurial. Ouais. Tu vois, donc, je prenais l'exemple des juristes. Par exemple, moi, mon directeur juridique aujourd'hui, qui était un ancien avocat, il a énormément accéléré aussi la digitalisation de ses services. T'as dit juridique ? Oui. Mais en effet, quand on parle de culture entrepreneuriale, là, je suis impressionnée. Et ouais. Comme quoi, tu vois, d'être confronté à des jeunes entrepreneurs dynamiques et innovants, top. Quand on a la tête bien faite, même en tant que juriste, on peut devenir entrepreneur. Ok, alors en fait, quels sont les critères que tu choisis quand tu investis dans ces sociétés ? Est-ce que tu as une grille de lecture bien particulière ? C'est plus au feeling ? Comment ça se passe ? Alors, il y a beaucoup de feeling, on peut pas le nier. Après, je dirais qu'il faut déjà que le projet soit innovant. Il faut pouvoir répondre à une problématique. Je suis quand même hyper attachée au côté humain, c'est ce que je te disais. Je pense avant tout être entrepreneur, c'est aussi une aventure humaine, pardon. Moi, j'ai souvent eu l'habitude d'investir en phase d'amorçage parce que c'est aussi le moment où moi je peux apporter en tout cas une vraie valeur ajoutée. Et c'est en même temps le moment où c'est aussi le plus difficile de trouver des fonds. Donc voilà, j'ai souvent, j'interviens souvent en amont en fait du projet. Alors généralement, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de chiffre d'affaires, mais c'est souvent pas encore assez structuré. C'est à ce moment-là que je peux les aider. Alors, donc, il y a quelques fintechs dans ton portefeuille. On a parlé de Lydia. Il y a aussi Firm Funding. Ouais, je remercie Florence exactement d'avoir fait le lien. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui t'intéressent que la fintech ? Alors, je regarde tous les secteurs, à vrai dire. Depuis quelques années, c'est vrai que j'ai commencé à l'origine par les fintechs. Et ensuite, j'ai voulu me mettre surtout sur des entreprises qui avaient de l'impact. Et puis avec aussi pas mal d'intelligence artificielle. Donc j'ai investi dans 22 et Ave, dans l'intelligence artificielle. Ensuite, donc de l'impact, j'ai investi dans l'éducation avec Alveus et Montessori 21, dans l'économie circulaire par exemple avec Néolith, dans l'agriculture responsable avec UV Boosting et Neopharm, ou encore
Et puis d'ailleurs, on est assez fiers parce qu'ils sont passés dans Qui veut être mon associé, Yacon & Co, qui est une alternative au sucre. D'accord. Voilà. Super. Et alors, comment tu as ce deal flow qui arrive ? Est-ce que tu es énormément sollicité en tant que business angel ou est-ce que tu fais partie d'un réseau de business angel ? Non, je suis très sollicitée. Et puis, je dois dire que j'ai eu de la pub gratuite dans Challenge. Donc, c'est vrai. Donc, je reçois beaucoup de dossiers. J'avoue que là, pour l'instant, comme j'ai quand même une trentaine de sociétés en portefeuille, j'essaie quand même pas mal de me focaliser sur déjà les entreprises que j'accompagne. Donc, je ralentis un petit peu en ce moment. Ou alors, parfois, il y a des exceptions, mais parce que j'ai un entrepreneur qui a eu un succès, qui a vendu sa boîte, qui a recréé sa boîte, et donc je lui dis, allez, Banco, je te suis. Ça paye toujours bien. Voilà. Alors, intéressant, parce qu'il y a plein d'initiatives que je suis. Il y a par exemple des corporate venture funds. Tu as aussi des startup studios qui travaillent avec des corporates. Est-ce que ces sujets-là, c'est des sujets au niveau du groupe Duval que vous envisagez ou que vous avez peut-être fait des tests pour aussi entreprendre au sein du groupe ? Alors oui, au sein du groupe, on entreprend toujours. En fait, on a déjà... Donc, nous, comment on se développe ? On se développe beaucoup. Alors, on a fait pas mal de croissance externe ces dernières années, mais on a aussi souvent créé des boîtes from scratch au sein du groupe. Donc, ce qui a été le cas, par exemple, de Happy Senior, c'est des résidences seniors. Mm-hmm. Et donc, on a créé ça il y a quelques années from scratch. Aujourd'hui, on a une petite dizaine de résidences et on continue de développer. On a créé aussi depuis quelques mois une structure pour mettre des panneaux photovoltaïques partout sur nos actifs. Donc là, c'est encore tout frais. On a une personne dans la structure et puis il est amené à développer et à recruter. Appel à candidature, tant qu'à faire. Donc oui, tu vois, que ce soit dans nos métiers historiques, on est toujours en train d'entreprendre. Après, on n'a pas envie aujourd'hui de créer de start-up studios, forcément. Non, mais tu peux même peut-être travailler en collaboration avec des start-up studios, des corporate start-up studios, comme ça existe. Alors, on a travaillé avec des start-up studios, pas des corporate start-up studios, ouais. Ok. Et par exemple, UV Boosting et Neopharm sont deux sociétés de start-up studios. Ok, d'accord. Moi, j'aurais aimé avoir ton opinion sur l'état de l'écosystème en ce moment, avec tous les échanges que tu as avec les boîtes dans lesquelles tu as investi, mais aussi avec des investisseurs de l'écosystème. Quelles tendances tu vois ? Quels sont les points de blocage dans le climat économique qui est un petit peu compliqué en ce moment ? Alors effectivement, il y a eu un gros ralentissement conjoncturel depuis l'année dernière. Après, moi, je trouve que l'écosystème start-up en France, on a quand même de la chance parce que c'est quand même un écosystème qui est ultra dynamique et qui est quand même en constante évolution. Après, il y a une belle tendance, je trouve, émergente de sociétés à impact et qui réfléchissent vraiment à tout ce qui est innovation, trouver des solutions innovantes pour pouvoir décarboner notre économie et nos sociétés et pouvoir lutter contre le changement climatique. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que je trouve qu'on est, malgré tout, on peut critiquer la France, mais on est quand même un pays d'entrepreneurs et de plus en plus d'ailleurs, je trouve. Donc de trouver des solutions en plus liées au climat, c'est quand même un bel enjeu. Après, évidemment, depuis l'année dernière, trouver des financements, c'est quand même pas évident. Mais en même temps, je trouve que c'est un beau défi et un beau challenge pour nos entrepreneurs de pouvoir réfléchir à avoir une croissance plus saine et avec peut-être moins de fonds. Je trouve qu'à chaque fois, de toute façon, quand on a des enjeux et des challenges comme ceci, finalement, on trouve toujours des solutions quand on est entrepreneur pour pouvoir s'améliorer et avoir un bel équilibre finalement entre croissance et rentabilité. Merci Pauline, c'était hyper intéressant. Alors je termine sur des recommandations de livres. Alors je me permets de recommander ton bouquin qui s'appelle Transmission, l'entrepreneuriat nouvelle génération, dans la collection Cherche Midi. Et mis à part ton bouquin, quel bouquin tu nous recommanderais ? Alors, je recommanderais plutôt un podcast. Le podcast Dare to Lead. Ok. De Brené Brown. Je connais pas. Ouais, c'est top. En fait, je trouve que ça met en lumière plusieurs facettes du leadership. Elle a quand même en plus interviewé
Obama, donc c'est plutôt cool. Dare to Lead. Dare to Lead, voilà. Et donc ça montre bien l'esprit dynamique, innovant. Voilà, donc je vous recommande ce podcast. En anglais, désolé. Oh, c'est bon. Ouais, écoute, la majorité de mes auditeurs parlent anglais. Merci beaucoup, Pauline. Merci aussi à toute ton équipe qui a fait en sorte que cet épisode puisse voir le jour. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!